traitera encore la gestion prévisionnelle. Je vous rappelle que j'ai effectué déjà une vidéo sur la gestion prévisionnelle, vidéo numéro 1, qui traitait des prévisions de vente. Donc dans cette vidéo, vous trouverez différents types de calculs de prévisions de vente sur des calculs statistiques, notamment le coefficient de corrélation, la méthode de Meyer et la méthode des moindres carrés. Alors cette vidéo va traiter les coûts à présent, donc, et notamment les coûts complets. La méthode des coûts complets me permet entre autres de calculer le coût d'un produit, d'un service ou d'un article. Lorsque je dis produit, c'est plutôt dans des sociétés industrielles. Alors dans cette vidéo, j'aborderai exclusivement la méthode des coûts complets, mais pour une société commerciale. Éventuellement, je ferai une autre vidéo sur cette méthode, mais là, je consacrerai une vidéo plutôt sur une société de type industriel. Alors bien sûr, il y a plusieurs type de méthode. Bon, moi je vais retenir la méthode des coûts complets. Il y a aussi une méthode qui s'appelle la méthode ABC. ABC pour Activity Based Costing. Voilà, donc là, cette vidéo ne traitera pas ce sujet. Donc je vous invite à regarder cette vidéo afin de mieux appréhender et de mieux maîtriser la méthode des coûts complets. Dernière chose, c'est que via cette méthode des coûts complets, comme nous sommes dans la gestion prévisionnelle, nous pouvons utiliser le résultat que nous allons découvrir à l'aide d'un exemple concret comme coût standard. Coût standard, c'est-à-dire que je pourrais utiliser ce coût ou ces coûts, s'il y a bien sûr plusieurs produits, pour éventuellement faire des prévisionnels. Dans une gestion prévisionnelle, nous avons tout intérêt à connaître les coûts de revient d'un produit ou des produits bien sûr, d'un article ou d'un service. À partir de là, nous pourrons éventuellement mettre en place une gestion prévisionnelle concernant le coût de ces produits. Qu'est-ce qu'un coût de revient et qu'est-ce qu'un résultat analytique? Un coût de revient, c'est ni plus ni moins ce que m'a coûté le produit ou les produits ou le service. Un résultat analytique, eh bien c'est la différence entre le prix de vente et ce que cela m'a coûté, à savoir le coût de revient. Donc dans une société, imaginons qu'une société X vende 3 produits, produit A, produit B et produit C. Après la clôture des comptes comptables, la société dégage 40 000 euros de bénéfices. Alors je rappelle juste que dans le résultat comptable, les produits et les charges, là j'ai 120 000 euros de produits et 80 000 euros de charges, sont toujours donnés en hors taxe. Alors le résultat comptable de 40 000 euros pourrait être à première vue satisfaisant. Cependant, et par hypothèse, si nous avions mis en place un tableau de bord nous permettant de vérifier le résultat net par produit, produit A, produit B, produit C, nous aurons pu éventuellement, comme nous l'avons à l'écran, nous apercevoir que le produit B génère à lui seul 70 000 euros de perte. Alors voilà, si je prends le résultat du produit A qui est de 100 000, moins 70 000, plus 10 000 euros sur le produit C, je retombe bien sur mes 40 000. Si la société se repose sur ce type d'informations, la stratégie de cette entreprise changerait radicalement. En effet, elle pourrait mettre en place une stratégie d'optimisation de ses coûts ou simplement abandonner la vente du produit B. L'intérêt d'affiner le résultat comptable issu de la comptabilité générale est justement de vérifier la performance ou l'incapacité d'un produit ou d'un article à générer un bénéfice. Alors, mais avant d'arriver à ce stade, plusieurs étapes de calcul sont nécessaires. En l'occurrence, nous devrons passer par le calcul d'un coût de revient pour chaque produit, s'il y en a plusieurs bien sûr. Dans cette démonstration, nous utiliserons la méthode des coûts complets. De plus, ce type de calcul peut servir de référence pour chaque produit étudié, afin de fiabiliser le prix de vente du produit. Il peut aussi servir, comme je l'ai dit précédemment, il peut servir aussi d'un coût standard, nous permettant d'établir un prévisionnel. Voilà, le bénéfice en effet des 3 produits représente en effet 40 000 euros. Il y a bien sûr matching avec la comptabilité générale. Avant de mettre en place l'exemple que je vais vous présenter, il faut absolument que je vous explique un petit peu quand même la hiérarchie des coûts dans une société commerciale. Eh bien, au départ, nous allons devoir calculer ce que nous appelons le coût d'achat des marchandises achetées. Par la suite, j'aurai
Une variation de stock. Je vous expliquerai bien sûr ce qu'est une variation de stock. Elle peut être aussi bien positive que négative. Donc, une fois que j'ai englobé dans mon coût d'achat des marchandises achetées la variation de stock, nous parlerons des coûts d'achat des marchandises vendues. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je vends des articles, la question que je dois me poser, combien cela m'a coûté? Par la suite, nous calculerons le coût de revient, et bien dans le coût de revient, nous rajouterons ce que nous appelons les frais de distribution, c'est des frais liés à la vente. Et nous calculerons le résultat analytique. Si je devais parler brièvement d'un coût de revient ou d'un résultat plutôt analytique pour une société industrielle, le cheminement est plus ou moins identique. Là, je ne parlerai pas de marchandises, mais de matières premières. En effet, dans une société industrielle, je transforme une matière première en produit fini. Donc, je vais d'abord calculer le coût d'achat des matières premières, combien cela m'a coûté. Ici aussi, eh bien, il y a des matières premières que je n'aurais pas, bien sûr, transformées. Donc, à partir de là, je les stockerai. Ça appartient du moins à l'entreprise. Donc, ici, j'aurai aussi une variation de stock des matières premières. Une fois que j'ai cela, je vais calculer ce qu'on appelle le coût de production. Donc là, j'engloberai les coûts liés à ma production. Et ensuite, ici pareil, je calculerai une variation de stock des produits finis ou en cours de production. Une fois que j'aurai calculé mon coût de production en englobant ma variation de stock, c'est ce que nous appelons le coût de production des produits vendus, je pourrai calculer un coût de revient. À partir de là, je pourrai aussi en déduire, donc là je vais bien sûr dans le coût de revient englober des frais dits de distribution, et à partir de là, je pourrai calculer un résultat analytique. Ce résultat analytique me dira si j'ai fait un bénéfice ou une perte par produit. Revenons à présent sur la hiérarchie des coûts dans une société commerciale. Je souhaitais tout de même vous apporter une petite précision sur le coût d'achat des marchandises achetées. Je peux avoir ce qu'on appelle des charges directes et des charges indirectes. Alors les charges directes peuvent être directement affectées au produit ou à la marchandise. Quant aux charges indirectes, elles peuvent concerner plusieurs produits. Les charges directes seront retraitées dans ce qu'on appelle un tableau de répartition, mais nous verrons cela à l'aide de l'exemple que je vous proposerai. Alors, petite précision, les charges directes, qu'est-ce que je peux avoir comme charge directe? Eh bien, par exemple, la marchandise. Qu'est-ce que je peux avoir comme charge indirecte? Par exemple, les loyers, les salaires et charges sociales, les assurances. Passons à présent à notre exemple dans une société commerciale. Alors, imaginons que vous travaillez pour une société, un hypermarché, okay, et le responsable du rayon ou d'un rayon de l'hyper souhaiterait connaître les résultats finaux de deux produits, produit A et produit B pour le mois de février. Et vous demande de les calculer avec les éléments suivants. Alors bien sûr, les éléments que vous avez sont obligatoirement issus de la comptabilité générale. Alors, durant le mois et tout produit confondu, A, B, C, D, etc., il y a eu des achats pour 600 000 euros hors taxe. Et il y a eu un chiffre d'affaires, c'est-à-dire des ventes, pour le même mois, tout produit confondu aussi, pour 750 000 euros. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les 600 000 et les 750 000, il y a une partie qui concerne A et B. Par la suite, il a été aussi constaté que nous avions en stock pour le produit A 3 articles évalués à 80 euros et pour le produit B 3 articles évalués à 75 euros. Alors l'hypermarché sur le même mois en février a acheté 15 produits A à 78 euros et 18 produits B à 77 euros l'unité. Par la suite, il a été vendu durant toujours le même mois 14 produits A à 140 euros l'unité et 12 produits B à 120 euros l'unité. Alors, le service financier ou le service contrôle de gestion ou le service comptabilité a fait un travail de fond afin de répartir les charges indirectes. Alors, je vous rappelle que les charges directes peuvent être directement affectées au produit, tandis que les charges indirectes ne peuvent absolument pas être affectées directement au produit. Ces charges indirectes concernent
plusieurs produits. Donc je suis obligé de trouver une solution pour les répartir par produit. D'où viennent ces charges indirectes? Eh bien, elles viennent tout simplement de la comptabilité générale. Par exemple, un loyer, je ne peux pas l'affecter exclusivement au produit A. Ça peut aussi bien concerner le produit B que le produit C, que le produit D, etc., etc. Alors, donc, c'est pour ça que je mets charge avant répartition. Il y a des montants qui sont répartis par centre. Il se peut qu'il y ait des centres auxiliaires et des centres principaux. Alors, un centre principal, qu'est-ce que c'est? Un centre principal travaille directement au profit des produits, tandis qu'un centre auxiliaire travaille quant à lui pour les centres principaux et non directement pour les produits. Nous pourrions dire que ces centres auxiliaires sont des supports ou des soutiens en fournissant des prestations aux centres de produits. Dans un premier temps, nous allons donc répartir selon un pourcentage déterminé les centres auxiliaires dans les centres principaux, selon l'étude qui en a été faite en amont. Cela permettra d'englober tous les coûts, aussi bien les charges directes que les charges indirectes. Alors, c'est quoi ces pourcentages? Je prends un exemple. Pour le service entretien, par exemple, ma femme de ménage, eh bien, si je mets 30% au service achat, cela veut dire qu'elle a passé 30% de son temps au service achat, 40% de son temps au service magasin et 30% au service SAV. Donc là, l'unité d'œuvre retenue, je vous parle déjà d'unité d'œuvre parce que je vais vous en parler tout à l'heure, c'est l'heure passée par rapport à cette femme de ménage. Petite précision, la création des différents centres, aussi bien auxiliaires que principaux, est une décision de l'entreprise et ne peut concerner que cette entreprise. Nous aurions pu subdiviser les centres différemment de l'exemple que je vous propose. Alors, les charges avant répartition que nous voyons, 5 000 euros, 8 000 euros, 11 000 euros, etc., s'appellent la répartition primaire. Ces dernières sont issues, comme je vous l'ai expliqué, des charges de la comptabilité générale. Alors, une étude donc approfondie sur tous les comptes de charges a mené à la répartition que nous voyons. Afin de simplifier la lecture du tableau, j'ai décidé de ne présenter qu'une ligne. Donc ici, lorsque je vois charge avant répartition, j'aurais pu avoir bien sûr plusieurs lignes de la comptabilité générale. Par exemple, loyer, assurance, rémunération des salariés, services administratifs, etc., etc. Une fois que la répartition des centres auxiliaires dans les centres principaux par rapport au pourcentage que nous voyons sera effectuée, nous aurons des totaux des centres principaux. Ce total s'appelle répartition secondaire. Alors bien sûr, les centres auxiliaires seront vidés de leur substance, il y aura zéro, dans la mesure où ces montants seront répartis dans les centres principaux. Continuons notre démonstration. Une fois que la répartition des centres auxiliaires est effectuée dans les centres principaux, comme on peut le voir, le service entretien et le service transport est à zéro. Et avons des totaux par centre principaux. Par exemple, pour le service achat, cela me coûte 16 500 euros. Mais tout produit confondu, aussi bien le produit A, B, C, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le coût de revient et le résultat analytique des produits A et B. Par la suite, nous devrons décider d'une unité d'œuvre retenue pour chaque centre principal. Ce que je souhaite, moi, c'est savoir ce que me coûte le service achat lorsque j'achète, par exemple, là, 1 euro d'achat. Donc j'ai décidé, c'est arbitraire, c'est une décision de gestion, j'ai décidé de retenir comme unité d'œuvre pour le service achat 1 euro d'achat. Pour le service magasin, comme c'est lié directement à la vente, j'ai décidé de retenir 100 euros de chiffre d'affaires. Ce qui voudra dire que moi, mon objectif est de savoir à chaque fois que je fais 100 euros de chiffre d'affaires, combien me coûte le service magasin. Et idem pour le service SAV. Une unité d'œuvre sert à répartir les charges par rapport à des critères généraux tels que par exemple le nombre de loyers de l'entreprise ou le nombre de produits achetés ou le chiffre d'affaires vendu. Donc chaque unité d'œuvre retenue est à l'appréciation du décideur. Par exemple, je pourrais décider que pour le service achat, l'unité d'œuvre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que je retiendrai sera le montant hors taxe acheté durant la période ou le nombre de kilos achetés durant la période.
période, le cas échéant bien sûr, ou encore le nombre d'unités achetées durant la période. Dans mon exemple, j'ai choisi pour le service achat 1 euro d'achat, mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, cela veut dire que je souhaite savoir combien me coûte le service achat pour 1 euro d'achat. Pour le service magasin, comme le service magasin est en lien direct avec mes ventes, j'ai choisi 100 euros de chiffre d'affaires. Cela veut dire que je souhaite savoir combien me coûte le service magasin à chaque 100 euros de chiffre d'affaires. Idem pour le service SAV. Alors juste pour rappel, hein, nous avons acheté, c'est le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure, durant le mois et tout produit confondu, 600 000 euros d'achat durant le mois de février, et nous avons fait un chiffre d'affaires, des ventes hors taxes, toujours sur le même mois, pour 750 000 euros. Si je fais donc mes calculs, je peux m'apercevoir que l'unité d'œuvre étant de 1 euro d'achat, donc j'ai combien d'unités d'œuvre, comme j'ai acheté 600 000 euros durant le mois, mon nombre d'unités d'œuvre pour le service achat est de 600 000. Pour le service magasin, j'ai fait 750 000 de chiffre d'affaires. Mais moi, j'ai décidé de retenir comme unité d'œuvre 100 euros de chiffre d'affaires. Donc pour calculer le nombre d'unités d'œuvre, je vais devoir prendre ces 750 000 divisé par 100. Donc ça me donne 7 500 unités d'œuvre pour le service magasin. Et j'ai la même chose pour le service SAV. Les calculs, je les mets d'ailleurs à l'écran. Hein, voilà, donc pour trouver 7500, eh bien je prends 750 000 euros de chiffre d'affaires divisé par 100, parce que je veux raisonner pour 100 euros. Donc pour trouver 3 centimes d'euros pour le service achat, eh bien j'ai procédé de la façon suivante, hein, c'est très simple comme calcul. J'ai pris le prix, le coût du service achat qui est de 16 500 euros et je le divisais par le nombre d'unités d'œuvre qui est de 600 000 euros. J'ai fait exactement la même chose. Pour trouver 7,87 €, eh bien j'ai pris pour le service magasin le coût de ce service, total après répartition de 59 000 euros, j'ai divisé par le nombre d'unités d'œuvre qui est de 7 500 et idem pour le service SAV. Une fois ces calculs établis, je peux continuer ma démonstration. Là maintenant je sais ce que me coûte le service achat pour 1 euro d'achat, c'est-à-dire 3 centimes. Pour le service magasin, je sais ce que cela me coûte. 7,87 € pour 100 euros de chiffre d'affaires. Et le service SAV, à chaque fois que je fais 100 euros de chiffre d'affaires, le service SAV me coûte 3,60 €. À présent et à ce stade, nous pouvons d'ores et déjà calculer le coût d'achat des marchandises achetées. Juste pour rappel, donc en stock, pour le produit A, nous avons 3 articles évalués à 80 € et pour le produit B, nous avons 3 articles évalués à 75 €. Alors, nous avons aussi acheté durant la période de février 15 produits A à 78 € et 18 produits B à 77 € et nous avions vendu 14 produits A à 140 € l'unité et 12 produits B à 120 €. Donc, pour calculer le coût d'achat des marchandises vendues, nous devons prendre les charges directes, c'est-à-dire la valeur de la marchandise. Nous avons donc acheté pour le produit A 15 produits à 78 €, ce qui nous fait 1170 €. Et pour le produit B, 18 produits à 77 €, cela nous a coûté 1386 €. Nous pouvons par la suite rajouter une partie des charges indirectes liées à mes achats, c'est-à-dire le centre principal du service achat. Et nous avons, après calcul, vérifié qu'à chaque fois que je faisais 1 euro d'achat, cela me coûtait 3 centimes d'euros pour le service achat. Donc, une simple multiplication suffit. 3 centimes multipliés par ce que ça m'a coûté comme prix d'achat, c'est-à-dire 1170, donc ça m'a coûté 35 €. Je fais le même calcul pour le produit B, 3 centimes multipliés par 1386 € d'achat, cela me coûte 42 €. Donc, le total des coûts d'achat des marchandises achetées, pour le produit A, ça m'a coûté 1205 € et pour le produit B, 1428 €. Par la suite, nous pouvons calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Alors pour cela, pour passer du coût d'achat des marchandises achetées au coût d'achat
des marchandises vendues. Pour cela, nous devons tenir compte des variations de stock des deux produits. À l'écran, vous avez bien sûr la tenue de stock des produits A et des produits B. Là, j'ai pour l'instant que le produit A. Alors, comment je peux le lire? Donc, j'avais un stock en début de période, un stock initial de 3, valorisé à 80 euros, ce qui me revient à 240 euros. Et j'ai acheté 15 produits. 15 produits pour à 78 euros. Donc, cela me coûte 1205 euros. Donc 240 euros du stock initial plus 205 euros des achats de février, cela me fait un total de 1445 euros. Ces 1445 euros sont relatifs aux 18 articles que j'ai en stock. Donc là, je vais devoir calculer une moyenne pondérée, qu'on appelle CUMP, coût unitaire moyen pondéré. 1445 euros divisé par 18, cela me donne 80,28 euros. Alors il y a une autre méthode qui existe, qui est le FIFO, First In, First Out, ou première entrée et première sortie. Pour mon exercice, j'ai retenu la méthode du CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Si je vends à présent mes articles, comme je l'ai fait d'ailleurs, j'en ai vendu 14, à quel prix je vais les vendre? Combien cela m'a coûté? Eh bien, ces 14 articles m'ont coûté au coût unitaire moyen pondéré, c'est-à-dire 80,28 euros. Je vais donc les sortir à 80,28 euros. Donc, il ne me restera que 4 articles dans la mesure où, comme j'en avais 18, j'en ai vendu 14, il m'en reste par déduction 4. Donc là, un coût moyen unitaire pondéré de 80,28 euros. Là, j'ai oublié les décimales. Je vous prie de m'en excuser. Donc cela fait, en tout et pour tout, pour un stock final, j'ai 4 articles à 80,28 euros, ce qui représente approximativement 321 euros. Je fais exactement la même chose pour le produit B. Je vais passer rapidement, mais c'est vraiment le même calcul que le produit A. En résumé, le coût d'achat des produits vendus pour le produit A est de 1124 euros, donc 14 articles que je sors à 80,28 euros. Et pour le produit B, il est de 945 euros. C'est ce que nous appelons le coût d'achat des produits vendus. Nous pouvons à présent calculer le coût de revient. Alors le coût de revient, je vous le rappelle, c'est le coût d'achat des marchandises vendues plus les frais de distribution. Et en l'occurrence, les frais de distribution sont directement liés à mes ventes. Donc nous l'avons vu, les charges liées à mes ventes, c'est les charges indirectes sur le centre principal magasin et le centre principal SAV. Donc d'abord, combien me coûte le coût d'achat des marchandises vendues, pour le refaire, on l'a déjà calculé. Pour le produit A, cela me coûte 1124 euros. Je dois à cela rajouter les charges indirectes liées au centre principal magasin. Je sais qu'à chaque fois que je fais 100 euros de chiffre d'affaires, cela me coûte 7,87 € pour le service magasin. Combien ai-je fait de chiffre d'affaires pour le produit A? Eh bien, j'ai vendu 14 produits à 140 euros. J'ai donc fait un chiffre d'affaires de 1960 euros. Comme mon unité d'œuvre pour le service magasin est de 100 euros, je dois implicitement, pour connaître le nombre d'unités d'œuvre, je dois implicitement prendre 1960 euros, chiffre d'affaires du produit A, divisé par 100, ce qui me donne 19,6. Le coût du service magasin, c'est 19,6 multiplié par 7,87, ce qui me donne 154 euros. Je fais la même chose pour le service SAV. J'ai fait 1960 euros de chiffre d'affaires, mais comme je raisonne pour 100 euros, je dois diviser 1960 euros par 100, ce qui me donne 19,6 pour connaître le nombre d'unités d'œuvre. Donc à partir de là, 19,60 multiplié par 3,60 euros pour 100 euros de chiffre d'affaires, cela me coûtera 71 euros. Donc mon coût total, global, coût de revient, ou appelé coût de revient, pour le produit A est de 1349 euros. Je fais les mêmes calculs pour le produit B, ce qui me donne un coût de revient pour le produit B de 1110 euros. J'ai à présent tous les éléments pour calculer mon résultat pour le produit A et pour le produit B. Donc le résultat du produit A est de 611 euros. Apparemment c'est un bénéfice. Pourquoi ?
Parce que mon chiffre d'affaires, 14 produits à 140 euros, cela me fait 1960 euros de chiffre d'affaires, nous l'avions vu précédemment, et cela m'a coûté 1349 euros. Donc à partir de là, le chiffre d'affaires étant supérieur à mon coût de revient, j'ai gagné pour le produit A 611 euros. Je fais les mêmes calculs pour le produit B, et il semblerait que ce soit la même chose, hein. J'ai fait un bénéfice de 330 euros pour le produit B. Nous avons vu à l'aide d'un exemple comment calculer un coût de revient et un résultat analytique à l'aide bien sûr d'une méthode appelée la méthode des coûts complets. Je ferai d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur un sujet plus ou moins identique. Par exemple, si je souhaite connaître mon seuil de rentabilité, comment le calculer. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les dernières notifications. Merci et au revoir.